Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la personne que vous pensiez être. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez le même visage, les mêmes yeux, la même voix, mais quelque chose est différent. Quelque chose en vous a changé. Des décisions qui semblaient impensables ont maintenant un sens. Les petites transgressions que vous méprisiez ne vous semblent plus si mauvaises. Vous êtes devenu quelqu'un que vous n'auriez jamais juré pouvoir être. Qu'est-ce qui nous sépare des monstres que nous condamnons? La cruauté est-elle réservée à ceux qui sont nés mauvais? Ou bien n'importe qui, moi, vous, n'importe qui, peut-il franchir cette ligne invisible lorsqu'il est placé dans les bonnes circonstances? La vérité est plus dérangeante que nous ne voulons l'admettre. Le mal ne naît pas d'une grande décision, mais de petites concessions quotidiennes. Il se faufile silencieusement, déguisé en facilité, en obéissance ou même en nécessité. Il se présente comme une exception. Une fois, tout le monde le fait. Jusqu'au jour où l'on se rend compte que l'on ne sait plus où est la frontière entre le bien et le mal. Il ne reste alors qu'une question. Qu'est-ce qui nous empêche de devenir des monstres? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne nous empêche pas de devenir des monstres? Cette vidéo est un avertissement. Un avertissement sur le fait que vous n'êtes pas si différent de ceux que vous méprisez. Un avertissement que dans de bonnes conditions, vous pouvez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé pouvoir être. Aujourd'hui, nous allons explorer comment des personnes ordinaires, bonnes et honnêtes, peuvent se transformer en ce qu'elles craindraient elles-mêmes. Et, plus important encore, nous allons comprendre comment nous pouvons empêcher cela de se produire. Car la plus grande erreur que nous puissions commettre est de croire que nous sommes immunisés. Partie 1. L'illusion de la bonté. Si quelqu'un vous demandait si vous êtes une bonne personne, quelle serait votre réponse? Vous répondriez peut-être oui. Peut-être croyez-vous que vous ne blesseriez jamais quelqu'un intentionnellement, que vous ne prendriez jamais une décision cruelle, qu'au fond de vous, il y a une limite que vous ne franchirez jamais. Mais si je vous disais que cette ligne n'est pas aussi solide que vous le pensez, et si je vous montrais que des gens comme vous, des gens ordinaires, honnêtes et sans antécédents de violence, ont déjà franchi cette ligne? Le psychologue Philippe Zimbardo a consacré sa carrière à l'étude de cette question. En 1961, il a décidé de tester dans quelle mesure la moralité humaine pouvait être manipulée. Il a pris 24 étudiants universitaires, des jeunes gens en bonne santé, n'ayant aucun antécédent criminel ou psychologique, et les a soumis à une expérience. L'idée était simple, simuler une prison dans le sous-sol de l'université de Stanford pendant 2 semaines. Les étudiants ont été divisés au hasard en 2 groupes. La moitié serait des gardiens, l'autre moitié des prisonniers. Les prisonniers ont été traités comme des criminels dès le départ. Sans avertissement, ils ont été arrêtés chez eux, menottés et conduits à la prison de fortune. Une fois sur place, ils ont été déshabillés, désinfectés et forcés de porter des uniformes numérotés, perdant ainsi leur identité. Ils n'avaient pas de nom, seulement des numéros. Les gardiens, quant à eux, reçoivent des uniformes, des matraques et des lunettes de soleil à miroir, qui leur cachent les yeux, et, par conséquent, leur humanité. Ils sont chargés de maintenir l'ordre, mais sans violence physique. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. En quelques jours, les gardiens ont commencé à abuser de leur pouvoir. Ils ont d'abord imposé des règles humiliantes, obligeant par exemple les prisonniers à répéter leur numéro d'identification à voix haute pendant des heures. Ils ont ensuite commencé à les priver de nourriture et de sommeil, les obligeant à rester debout toute la nuit, sous peine d'être punis. Lorsque les prisonniers ont commencé à résister, les gardiens ont réagi avec une brutalité psychologique. Certains ont été enfermés dans de petits placards sombres pendant des heures, tandis que d'autres ont été contraints de nettoyer les toilettes à main nue. Ce sont les mêmes étudiants qu'avant, mais ils sont désormais complètement différents. Les prisonniers, quant à eux, ont commencé à se soumettre. Beaucoup d'entre eux se sont effondrés émotionnellement,
tandis que d'autres ont accepté leur rôle de soumission sans poser de questions. En 6 jours, la situation est devenue si extrême que Zimbardo a été contraint de mettre fin à l'expérience. 6 jours ont suffi pour transformer de simples étudiants universitaires en tyrans et en victimes soumises. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que le mal n'est pas quelque chose d'extérieur, réservé aux méchants. Il vit à l'intérieur de chacun d'entre nous, attendant la bonne occasion pour se manifester. La situation dans laquelle nous nous trouvons influence directement nos actions en commettant des actes cruels. Mais cette transformation ne se fait pas toujours de manière aussi explicite. Parfois, elle est lente, silencieuse et presque imperceptible. L'auteur C.S. Lewis, dans son livre Les Lettres de Screwtape, a exploré cette idée d'une manière troublante. Le livre se présente comme une série de lettres adressées par un démon expérimenté, Screwtape, à son neveu apprenti, Wormwood. Screwtape n'y enseigne pas à son neveu comment convaincre les humains de commettre des atrocités. Il lui enseigne quelque chose de beaucoup plus subtil et efficace, comment les détourner de ce qui est considéré comme juste. Il lui suggère des choses telles que les rendre trop occupés pour penser à la moralité, les convaincre que les principes sont abstraits et peu pratiques, leur faire croire que les petits compromis n'ont pas d'importance. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils seront trop loin pour revenir. Cela vous semble-t-il familier? Le mal ne nous oblige pas à choisir entre le bien et le mal. Il nous convainc simplement de ne pas y penser. D'abord, nous ignorons quelque chose de mal parce que cela ne nous regarde pas. Ensuite, nous justifions une erreur parce que tout le monde le fait. Et avant même de nous en rendre compte, nous ne savons plus où se trouve la limite entre le bien et le mal. Car la vérité, c'est que nous sommes tous manipulables. Et ce qui nous empêche de devenir des monstres, ce n'est pas seulement notre moralité, mais notre capacité à nous interroger. Le problème, c'est que peu de gens s'interrogent. Et lorsque nous ne nous interrogeons pas, nous sommes facilement façonnés par l'environnement qui nous entoure. Le bien et le mal ne sont alors qu'une illusion. L'autorité, la voie du mal. Personne ne se réveille soudainement et décide d'être cruel. Le mal n'apparaît pas comme un choix conscient et délibéré. Il se développe silencieusement, invisiblement, dans les petites concessions quotidiennes que nous nous faisons à nous-mêmes. La corruption morale ne se produit pas en un instant. Elle s'insinue lentement, justifiée, rationalisée, ignorée. Dans l'une des histoires les plus anciennes et les plus profondes de l'humanité, le Mahabharata, un personnage s'appelle Karna. Il est né dans un grand destin, fils du dieu du soleil, guerrier légendaire destiné à de grandes actions. Dès sa naissance, il porte une armure magique et des boucles d'oreilles divines qui le rendent invulnérable. Mais avant même d'avoir eu la chance de prouver sa valeur, il a été rejeté par sa propre mère et abandonné sur les rives d'une rivière. Sauvé par une humble famille de cochers, il grandit comme un paria. Bien qu'il soit doté d'un talent et d'une intelligence exceptionnelle, la société le méprise pour ses origines. Il s'entraîne sans relâche. Il maîtrise l'art de la guerre. Mais le monde ne l'a jamais reconnu. Chaque fois qu'il essayait de faire ses preuves, il était ridiculisé. Les nobles le rejettent. Les maîtres l'humiliaient. Jusqu'au jour où quelqu'un lui tendit enfin la main. Le prince Duryodhana, héritier du trône des Kaurava, vit le potentiel de Karna. Mais il ne l'a pas fait par gentillesse, il l'a fait par intérêt. Duryodhana voulait un allié puissant. Il savait que Karna, malgré toute sa colère refoulée, serait loyal envers celui qui lui donnerait le respect que le monde lui refusait. Ainsi, dans un geste théâtral, Duryodhana accorda à Karna un titre de noblesse. Ce fut un moment de gloire. Pour la première fois, Karna n'était pas un paria. Pour la première fois, il était quelqu'un. Et à cet instant, il devint prisonnier de sa propre gratitude. Car, à partir de ce jour, il jura une loyauté inconditionnelle à Duryodhana, même lorsque le prince s'engagea sur la voie de la cruauté. Même lorsqu'il a comploté contre ceux qui étaient vraiment justes.
Même lorsqu'il humilia publiquement une femme innocente, dans l'un des moments les plus brutaux de l'histoire du Mahabharata. Karna a vu tout cela se produire. Il savait que c'était mal, mais il a refusé de le remettre en question. Il s'est convaincu qu'il ne faisait que rembourser une dette, que sa loyauté valait plus que sa conscience. L'histoire de Karna n'est pas celle d'un homme mauvais. C'est l'histoire d'un homme bon qui, petit à petit, a renoncé à ses valeurs au nom de quelque chose qui lui semblait plus grand. Il n'a pas réalisé qu'il devenait un monstre. Mais quand il s'en est enfin rendu compte, il était trop tard. Nous avons cru que nous n'atteindrions jamais ce niveau, que nous ne franchirions jamais cette ligne. Vous vous dites peut-être, je ne ferai jamais une chose pareille. Mais le feriez-vous dans de bonnes conditions? Ne renonceriez-vous jamais à ce en quoi vous croyez? Dans les années 1960, le psychologue Stanley Milgram a mené une expérience pour tester jusqu'où les gens étaient prêts à aller lorsqu'ils étaient soumis à la pression de l'autorité. L'expérience était simple. Des participants ordinaires ont été invités à jouer le rôle d'enseignants dans le cadre d'une étude sur l'apprentissage et la mémoire. Ils étaient placés dans une pièce et devaient lire des questions à un élève situé dans une autre pièce, qu'ils ne pouvaient pas voir, mais seulement entendre. Chaque fois que l'élève se trompait dans la réponse, l'enseignant devait appuyer sur un bouton pour lui administrer un choc électrique en guise de punition. Les chocs étaient d'abord légers, mais à chaque erreur, la tension augmentait. La machine marquait les niveaux de choc sur une échelle croissante, de choc modéré à danger, choc sévère. Mais il y a un détail important. L'étudiant n'était pas un vrai volontaire, c'était un acteur. Les chocs n'étaient pas réels non plus. Mais les professeurs ne le savaient pas. Tout a commencé en douceur. Les premiers chocs étaient légers et les professeurs les appliquaient sans hésiter. Mais au fur et à mesure que la tension augmentait, les cris de l'élève devenaient de plus en plus intenses. À 120 volts, il a commencé à se plaindre de la douleur. À 150 volts, il a crié qu'il voulait partir. À 200 volts, il a commencé à supplier. À 300 volts, il a commencé à frapper les murs en suppliant d'arrêter. Et à 330 volts, le silence. Le professeur est resté là, ne sachant pas quoi faire. Ils sont nerveux et confus. L'élève s'est-il évanoui? Est-il mort? De nombreux enseignants ont hésité. Certains ont pleuré, tremblé, supplié le chercheur de mettre fin à l'expérience. Mais lorsque le scientifique en blouse blanche a dit « Continuez », l'expérience exige que vous continuiez. Ils ont obéi. 65% des participants sont allés jusqu'au bout. Ils ont appuyé sur le bouton jusqu'au niveau maximum de 450 volts, croyant électrocuter une personne à mort. Aucun d'entre eux n'était un monstre. Aucun d'entre eux n'était cruel. Et pourtant, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Simplement parce qu'une figure d'autorité a dit que c'était nécessaire. Le monde récompense-t-il les méchants? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend qu'être une bonne personne est la voie de la réussite. On nous dit que si nous travaillons dur, si nous sommes honnêtes et justes, nous serons récompensés. Mais en grandissant, nous nous rendons compte que le monde ne fonctionne pas comme ça. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un de menteur, de manipulateur et de cruel prospérer, alors que les personnes justes et honnêtes sont laissées pour compte? Comment se fait-il qu'en politique, dans les affaires et même dans les relations personnelles, ceux qui trichent parviennent souvent au sommet? La vérité que personne n'aime admettre est que le monde récompense souvent les mauvais. Et la question est, pourquoi? S'il est un penseur qui a compris cette réalité brutale, c'est bien Niccolò Machiavelli. Au XVIe siècle, Machiavel vivait à une époque de trahison, de conspiration et de guerre sanglante entre les cités-États italiennes. Les rois étaient empoisonnés, les alliés devenaient ennemis du jour au lendemain, et des familles entières étaient éliminées au nom du pouvoir. Il a remarqué une chose troublante. Ceux qui s'accrochaient à la morale et aux principes étaient les premiers à tomber. Les souverains qui essayaient d'être trop justes étaient trahis et renversés.
Ceux qui avaient confiance en la bonté des autres étaient trompés et tués. Ceux qui jouaient franc jeu étaient laissés pour compte, tandis que ceux qui n'avaient pas de scrupules progressaient. C'est ainsi qu'il a écrit l'un des livres les plus controversés de l'histoire, Le Prince. Il ne s'agissait pas d'un manuel sur la façon de devenir un tyran, comme beaucoup le pensent. C'était un avertissement selon lequel, dans le jeu du pouvoir, ceux qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement les plus justes. Ce sont les plus efficaces. Machiavel disait que pour réussir, il ne suffit pas d'être bon, il faut être intelligent. Il a écrit quelque chose qui dérange encore aujourd'hui. Celui qui veut toujours agir en bon finira ruiné, parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la bonté seule ne garantit pas la victoire. Cela signifie que si vous êtes assez naïf pour croire que le monde récompensera toujours les justes, vous serez utilisé, trahi et détruit par ceux qui n'ont pas les mêmes contraintes morales que vous. Vous serez utilisé, trahi et détruit par ceux qui n'ont pas les mêmes contraintes morales que vous. Pour Machiavel, le dirigeant idéal doit être semblable à un lion et à un renard. Le lion impose le respect par la force. Le renard survit grâce à son intelligence. Si vous n'êtes qu'un lion, vous serez trompé. Si vous n'êtes qu'un renard, vous serez écrasé. Mais si vous savez être les deux à la fois, personne ne pourra vous abattre. Si l'on regarde l'histoire, on se rend compte que Machiavel avait raison. Les hommes politiques les plus performants mentent effrontément, manipulent les masses et déforment les faits en leur faveur. Les PDG des plus grandes entreprises du monde exploitent les travailleurs, corrompent les gouvernements et jouent des tours au marché. Les chefs militaires qui ont changé l'histoire n'ont pas hésité à recourir à la force brutale et à la tromperie pour gagner leur guerre. Et lorsque nous regardons notre propre vie, combien de fois avons-nous vu le même schéma ? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui triche monter en grade ? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un de cruel devenir populaire ? Combien de fois avez-vous vu un manipulateur s'en tirer à bon compte alors que les bonnes personnes souffrent ? En réalité, la société n'est pas seulement régie par la morale, mais aussi par la stratégie et le pouvoir. Cela signifie-t-il qu'être bon est une faiblesse ? Cela signifie-t-il que pour gagner, nous devons être aussi mauvais qu'eux ? Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que Machiavel n'a pas dit qu'il fallait être mauvais. Il a dit qu'il fallait être intelligent. Ce qu'il a vraiment enseigné, c'est « Soyez bon mais pas naïf. Soyez juste, mais pas prévisible. Soyez honnête. Mais sachez quand ne pas montrer toutes vos cartes. Le monde n'est pas un endroit où les bons gagnent toujours. Mais cela ne signifie pas qu'il faille devenir mauvais pour survivre. Le vrai secret n'est pas d'abandonner sa moralité, mais de comprendre qu'il faut se battre stratégiquement pour que la bonté ait du pouvoir. Si vous voulez la justice, vous devez savoir comment fonctionne l'injustice. Si vous voulez un monde meilleur, vous devez comprendre comment opèrent ceux qui le rendent pire. Si vous voulez gagner, vous devez être assez fort pour ne pas vous laisser abattre. Car ce que Machiavel a vraiment dit, c'est « Soyez un lion pour que personne ne vous prenne. Sois un lion pour que personne ne profite de toi. Sois un renard pour que personne ne s'aperçoive que tu as le contrôle. Et surtout, n'oubliez jamais qu'un monde où seuls les méchants gagnent est un monde où les bons n'ont pas appris à se battre. Êtes-vous aussi bon que vous le pensez ? Si quelqu'un vous demandait si vous êtes une bonne personne, vous diriez oui, n'est-ce pas ? Après tout, tu respectes les règles. Tu ne fais pas exprès de blesser quelqu'un. Tu crois en la justice. Mais si je vous disais que, dans de bonnes circonstances, vous pourriez faire des choses que vous considérez aujourd'hui comme impensables. Et si je vous disais qu'en vous, il y a déjà un potentiel de méchanceté qui n'attend que la bonne occasion pour se manifester. Le psychiatre Carl Jung a appelé ce phénomène l'énantiodromie. L'idée que toute force extrême, lorsqu'elle est poussée à la limite, se transforme en son contraire. Et cela ne se produit pas seulement dans le monde extérieur. Il se produit à l'intérieur de nous. Le héros qui devient un tyran. Le défenseur de la justice qui,
en poursuivant le mal, devient le mal lui-même. L'homme pacifique qui, après des années de répression, explose dans une violence incontrôlable. L'énantiodromie est souvent un processus inconscient utilisé par l'esprit pour corriger les déséquilibres de notre vie. Nous pensons qu'en agissant ainsi, nous sommes en train de nous libérer de nos conflits internes. Mais ce n'est rien d'autre qu'une réponse à un manque de compréhension et d'intégration des aspects de notre esprit. Jung a dit « Le seul qui échappe à la loi implacable de l'énantiodromie est l'homme qui sait se séparer de l'inconscient, non pas en le refoulant, car alors il ne fait que l'attaquer par derrière, mais en se plaçant clairement devant lui, comme ce qu'il est. Prendre conscience que le potentiel de mal existe à la fois en nous-mêmes et chez les autres peut réduire la probabilité de le projeter sur des boucs émissaires, c'est-à-dire pointer du doigt les autres pour des problèmes personnels au lieu de reconnaître sa propre incapacité à gérer ses côtés sombres. Cette pratique a été utilisée tout au long de l'histoire et illustre la préférence humaine pour un dualisme simpliste, nous contre eux, évitant de reconnaître la complexité réelle des événements. Plus vous vous considérez comme une personne bonne et juste, plus vous ignorez votre côté sombre. Et plus vous ignorez ce côté, moins vous vous apercevez qu'il commence à prendre le dessus. L'histoire regorge d'exemples de ce type, comme le totalitarisme du XXe siècle. Des millions de personnes ont accepté des croyances qui, avec le recul, semblent clairement nuisibles et irréalistes. Pourtant, à l'époque, des nations entières sont tombées sous l'influence de ces idées, sans se rendre compte du mal qui les animait. Aujourd'hui, votre histoire est-elle aussi pleine de mal? Imaginez le scénario suivant. Vous vous réveillez dans un espace blanc, sans aucun souvenir. Vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous avez fait dans le passé. Un écran apparaît devant vous. Créez votre monde. Vous réalisez que vous pouvez établir toutes les règles de la société. Vous pouvez définir les lois, la répartition des richesses, les droits des personnes, les opportunités qui leur sont offertes. Mais il y a un détail. Avant de naître dans ce monde que vous avez créé, vous ne saurez pas qui vous serez. Vous pouvez naître riche ou pauvre. Vous pouvez naître dans un pays stable ou dans une zone de guerre. Vous pouvez naître homme ou femme, avec ou sans handicap, avec ou sans accès à une bonne éducation. Sachant cela, quelles règles créeriez-vous? Il s'agit d'une expérience philosophique appelée « le voile de l'ignorance », créée par John Rawls. Et cela révèle quelque chose d'inconfortable. Si l'on n'est pas sûr de ce que l'on va devenir, on est beaucoup plus susceptible de choisir des règles qui sont plus justes pour tout le monde. Mais qu'est-ce que cela dit du monde dans lequel nous vivons déjà? Qu'est-ce que cela nous apprend sur nous-mêmes? Si nous avons grandi dans une situation relativement confortable, avec des opportunités et de la sécurité, sommes-nous vraiment bons? Sommes-nous vraiment bons? Ou n'avons-nous jamais eu à lutter pour survivre? Car si nous étions nés de l'autre côté, serions-nous toujours les mêmes? Pensez à toutes les mauvaises choses qui se sont produites dans l'histoire de l'humanité. Les guerres, les génocides, les persécutions, les régimes autoritaires. Aucune de ces choses ne s'est produite parce qu'un seul individu s'est réveillé un jour et a décidé d'être mauvais. Elles se sont produites parce que des milliers de gens ordinaires, comme vous et moi, ont suivi les ordres sans poser de questions, parce qu'ils croyaient faire ce qu'il fallait, parce qu'ils ont rationalisé leurs actions, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient dépassé les bornes. Et c'est là le danger de l'énantiodromie. Plus vous niez votre propre obscurité, plus elle grandit dans l'ombre de votre esprit. Et lorsqu'elle émerge enfin, vous n'avez plus aucun contrôle sur elle. La question que nous devrions nous poser est donc la suivante. Si tout le monde peut franchir la ligne, alors comment puis-je savoir que je ne la franchis pas maintenant? C'est la bonne question. Parce qu'en réalité, personne ne s'aperçoit qu'elle commence à changer. La morale n'est pas un mur incassable, solide et immuable. C'est un pont suspendu,
et chaque décision que nous prenons peut l'affaiblir sans que nous nous en rendions compte. Le mal n'a pas besoin de monstres pour exister. Il a besoin de gens ordinaires qui ne posent pas de questions. Il a besoin d'individus qui, un jour, justifient un petit mensonge. Le lendemain, ils rationalisent une injustice. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils ne peuvent plus voir quand ils ont franchi la ligne. Plus nous nions nos propres ténèbres, plus nous y sommes vulnérables. Carl Jung a dit que personne n'est éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela signifie que la seule façon d'être vraiment une bonne personne n'est pas de nier que l'on a un côté sombre, mais de le reconnaître. Comprendre que l'on a la capacité d'être cruel, égoïste, injuste, et d'utiliser cette connaissance pour devenir quelqu'un de meilleur. Car le danger n'est pas seulement de suivre aveuglément les ordres. Le danger, c'est de ne pas s'interroger sur ce que l'on devient. Je vous pose donc la question. Êtes-vous sûr d'être toujours du bon côté de la ligne? Ou avez-vous déjà commencé à la franchir sans vous en rendre compte? Si tu ne peux pas répondre ou réfléchir à cette question, c'est que tu te caches encore derrière ton masque. Si tu veux savoir comment te débarrasser de ton masque, clique sur la vidéo à l'écran et regarde-la tout de suite.